L'histoire confirme aujourd'hui que le Portugal a été le premier pays européen à se livrer à des activités aussi odieuses que l'esclavage et la colonisation. Dès le XIVe siècle et pendant tout le XVe siècle, les explorateurs portugais partaient de Lisbonne pour arpenter différentes parties du continent africain. Si nous avions le moindre doute, les padraos, ces piliers érigés dans différentes parties de l'Afrique par les Portugais pour marquer leur domination sur un territoire, seraient là pour le prouver. Notons que si l'on suit la côte ouest de l'Afrique pour remonter vers la côte est, on trouve des monuments comme Fort Jésus, de nombreuses traces des Portugais et des activités de personnages comme Vasco de Gama ou Francisco de Almeida. L'esclavage a été l'objet de leur premier contact avec des chefs africains. Je soulignerai, c'est important, que bien que certains historiens prétendent que les chefs africains étaient impliqués dans l'esclavage, il ne faut pas perdre de vue qu'ils l'ont fait sous la contrainte et que l'armée portugaise, telle qu'elle était constituée à l'époque, les a forcés à prendre part à ce qui est devenu l'esclavage à l'époque moderne. Une fois l'esclavage mis en place, il faut aussi bien comprendre que le Portugal, comme l'Espagne, avait beaucoup d'influence sur la papauté. À cette époque, la papauté basée à Rome était très puissante et a divisé le monde entre le Portugal et l'Espagne pour les besoins de la conquête. Mais concentrons-nous sur ce que les Portugais ont fait sur le continent africain. Ils ont commencé dans des régions comme Cabo Verde, connues sous le nom de Cap-Vert. Les Portugais ont envahi ces terres et ont dominé les communautés existantes par la colonisation. Depuis le Cap-Vert, ils se sont dirigés vers la Guinée-Bissau, dans la partie occidentale de l'Afrique. À certains endroits, ils ont construit des monuments, mais ne se sont pas vraiment établis en tant que colonisateurs. Ils utilisaient plutôt ces terres comme base pour faire le plein d'esclaves et les emmener vers l'Amérique latine ou Amérique du Sud, particulièrement au Brésil. N'oublions pas que la majeure partie de la population noire en Amérique du Sud vit au Brésil, dont la langue nationale est le portugais, comme chacun le sait. Ensuite, ils se sont déplacés vers l'Angola et ont établi en Angola une de leurs principales colonies, continuant à rafler beaucoup de choses au passage, notamment des objets d'art créés par les populations africaines de l'époque, pour les emmener à Lisbonne. En se déplaçant vers l'Angola, ils sont passés de l'autre côté de l'Afrique et se sont retrouvés dans ce qui est aujourd'hui le Mozambique. Bien sûr, on nous dit que la motivation initiale des explorations portugaises était la recherche des épices dans différentes parties du monde, notamment en Inde, où l'on sait qu'ils ont établi un royaume, de même qu'ils se sont établis à Goa. Mais en Afrique de l'Est, ils sont venus et ont établi une colonie au Mozambique. Il faut noter qu'ils ont été présents quelque temps sur la côte est de l'Afrique. On trouve ainsi la ville côtière de Mombasa, avec Fort Jésus qui demeure un monument des établissements portugais dans cette région. Finalement, ils ne se sont pas installés dans cette partie du monde et ne l'ont pas colonisée, mais ils sont restés très actifs du point de vue des activités et de la construction de monuments. Les Portugais étaient très intéressants. À mon avis, Samora Moises Machel du Mozambique les a décrits d'une excellente manière. Il dit que de toutes les puissances coloniales, la plus pauvre, même en Europe, était le Portugal.
Mais pour une raison quelconque, parce que c'était un pays du littoral, il s'est lancé très tôt dans des expéditions. Le mode de colonisation des Portugais, lorsqu'ils sont passés de l'esclavage à la colonisation, était très particulier. Ils repéraient une petite élite et impliquaient cette petite élite dans des activités qui faisaient d'eux des Portugais, allant jusqu'à changer leur nom. Ce n'était pas propre au Portugal, mais il faut savoir que les individus repérés par les Portugais étaient emmenés à Lisbonne. À Lisbonne, on faisait d'eux des Portugais, et ils se prenaient pour tels. Parmi ces individus, beaucoup ont participé plus tard, bien sûr, au combat pour l'indépendance. Fait caractéristique, les Portugais, à la différence de colonisateurs comme les Britanniques, et jusqu'à un certain point les Français ou même les Allemands, de façon plus limitée, parce qu'ils ne sont pas restés très longtemps en tant que colonisateurs, les Portugais donc ne cherchaient pas à développer les territoires qu'ils occupaient. On s'en rend compte encore aujourd'hui. En dehors du Cap-Vert, qui s'est développé dans différents domaines dans un passé récent, une visite en Guinée-Bissau suffira à montrer qu'à part le port de Guinée-Bissau, presque rien n'a été fait en termes d'instruction ou d'infrastructures de santé. C'est aussi évident en Angola, où seule une petite partie de la population était privilégiée, bénéficiant des largesses des Portugais. Ailleurs, dans l'arrière-pays, il n'y a pas de chemin de fer dont on puisse parler, pas de route qu'on puisse mentionner. Les populations locales étaient employées pour acheminer tout ce que voulaient les Portugais vers les côtes, comme on le voit en Angola, avec Luanda, qui a reçu le nom de São Paulo de Luanda, Saint-Paul du Luanda, comme on sait. Ensuite, à propos du Mozambique, il est important de rappeler ce qu'on oublie généralement, que Maputo était en fait connu sous le nom de Lourenço Marques, nommé ainsi par les Portugais. Quand on se rend au Mozambique, là encore, c'est pour constater qu'ils se sont surtout concentrés sur Maputo, sur Nampula, sur les zones côtières, se souciant très peu d'améliorer l'agriculture ou d'améliorer la santé. Les Portugais s'installaient dans les régions où ils étaient présents. Mais dans un autre sens, l'élite portugaise n'avait pas l'intention de partir. On le voit en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, et bien sûr en Angola et au Mozambique. C'est pourquoi la colonisation portugaise a peut-être été la plus pernicieuse. Si bien que lorsque le combat pour la libération de l'Afrique a commencé, quand ce qui a été appelé le vent du changement a soufflé, et que beaucoup de colonisateurs européens ont suivi le mouvement et commencé à se séparer de leurs colonies, le Portugal, lui, ne l'a pas fait. Le Portugal tenait à ses colonies, et l'on peut comprendre pourquoi. C'est un petit pays d'Europe, ce n'est pas une grande puissance. En dehors de l'exploration, c'est une puissance dont la prospérité économique dépendait largement des colonies. Le Portugal était le Portugal grâce à ce qu'il tirait de ses colonies en Afrique et ailleurs. Et il ne voulait pas s'en séparer. Au Portugal lui-même, d'ailleurs, la domination faisait partie du paysage politique, avec des pouvoirs et des acteurs politiques désireux de dominer. Si bien que le Portugal n'était pas un pays paisible, mais était dominé par des dictateurs. Ainsi, alors que tous les pays luttaient pour regagner leur indépendance, le Portugal n'avait pas intérêt à octroyer l'indépendance ou à céder. Quand on regarde les colonies portugaises, on s'aperçoit que ce sont celles où il y a eu le plus de violence. Beaucoup des leaders de la lutte pour l'indépendance ayant été accusés au Portugal d'être communistes, parce qu'ils étaient dans la mouvance de l'Union soviétique. Cela est vrai s'agissant d'Amilcar Cabral, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. La lutte contre les Portugais, soulignons-le, a été si violente
avec les conséquences que nous connaissons, que la Guinée-Bissau n'a reçu son indépendance que bien plus tard, à l'issue d'un combat ayant conduit finalement à des négociations. Ceci a débouché sur la mort d'Amilcar Cabral, assassiné en Guinée, à Conakry. La même chose s'est produite avec les leaders apparus en Angola. Je citerai l'un d'eux, également étiqueté comme communiste, Agostinho Neto. Neto avait fait ses études au Portugal. C'était un poète, c'était un médecin et il s'est engagé dans la lutte du MPLA, une lutte bien documentée. Finalement, on sait que les Américains ont introduit Holden Roberto, basé au Congo à l'époque, qui était chargé de neutraliser Neto, perçu comme un communiste. Naturellement, nous avons aussi Jonas Savimbi et son parti, l'UNITA, qui se sont aussi lancés dans la mêlée. Mais une fois encore, on sait que ça a été un vrai combat. Il est intéressant de constater que les parties en présence étaient elles-mêmes impliquées dans de nombreuses luttes. Il en est résulté une rencontre qui a eu lieu au Kenya en 1975 et a débouché sur l'indépendance de l'Angola. Les choses ont été plus difficiles pour le Mozambique. Le combat du Mozambique a été plus difficile, car pour différentes raisons, le Mozambique était la colonie favorite des Portugais qui ne voulaient pas la laisser échapper. S'ils sont partis, c'est grâce à la lutte organisée par le Frelimo. Le Frelimo, comme on sait, avait d'importants leaders, alors en exil en Tanzanie, avec pour quartier général d'abord Morogoro en Tanzanie, puis Lusaka en Zambie. On sait maintenant que son fondateur, Eduardo Mondlane, a été la victime d'une lettre piégée qui lui avait été envoyée à Dar es Salaam. Il a succombé à ses blessures, laissant le champ libre à l'un des plus grands combattants de la liberté contre les Portugais, Samora Moïse Machel, qui a pris la tête de la lutte pour la liberté jusqu'à l'expulsion des Portugais. Il est important de souligner qu'il se produisait aussi des événements à l'intérieur du Portugal même, qui ont abouti finalement à ce que les Portugais renoncent à combattre le mouvement pour la liberté. Pendant longtemps, dans les années 50 et 60, la dictature de Marcelo Caetano au Portugal avait fait le vœu de ne pas autoriser les territoires colonisés d'Afrique à devenir indépendants. Ce n'est qu'en 1974, après le coup d'État qui évinça le gouvernement de Marcelo Caetano et amena au pouvoir l'administration d'Antonio de Spinola, que l'équipe de ce dernier a annoncé qu'elle ne continuerait pas ces guerres, saignant le Portugal, et octroierait l'indépendance au Cap-Vert, à la Guinée-Bissau, à l'Angola, au Mozambique. Finalement, les colonies portugaises ont été libérées du Portugal, qui s'était montré un colonisateur réticent et pernicieux, n'ayant pas fait grand-chose pour développer les pays qu'il avait colonisés, étant lui-même un pays européen arriéré à l'économie très faible, incapable de subvenir à ses besoins et aux besoins économiques de nos peuples colonisés. L'histoire montre que le Portugal a vraiment été l'un des pires colonisateurs. Il s'est illustré par l'esclavage et le pillage des objets précieux, par l'extermination des populations locales, s'assurant que leur langue, le portugais, domine. En vérité, le Portugal a été un terrible colonisateur. Nous sommes à la plantation de thé de Limuru et nous nous disons au revoir avant de continuer notre conversation sur l'Afrique.